Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence pour ce point presse. Je voudrais d'abord avoir une pensée particulière pour l'amiral Anne de Mazieux qui nous a quittés il y a quelques jours et qui, il y a un an, quasiment jour pour jour, était à ce pupitre pour vous présenter le bilan du plan mixité au ministère des Armées. Et nous souhaitions avoir une pensée pour elle et pour sa famille. Nous ferons aujourd'hui un point complet sur l'Ukraine. Nous aurons tout à l'heure le colonel Yannier et le colonel Spey qui feront un point dédié et nous répondrons à vos questions. Je vais d'abord donner quelques éléments d'actualité du ministère des Armées. Vous mentionnez l'exercice DEFNET en matière de cyberdéfense qui commence le 14 mars, qui se déroulera jusqu'au 24. C'est un exercice annuel dont c'est la 8e édition, donc il se déroule depuis 2014. Il mobilise les personnels du ministère des Armées impliqués en matière de cyberdéfense. Ça mobilise du coup toute la chaîne de lutte informatique défensive. On a souhaité intégrer des éléments de lutte informationnelle dans les scénarios que nous allons jouer pour voilà, mobiliser aussi les récents éléments de doctrine en matière de lutte informatique d'influence qui avaient été présentés par la ministre et le SEMA. C'est un exercice qui mobilise donc des personnels du ministère des Armées. Je rappelle que nous avons 3600 cybercombattants au ministère des Armées, 5000 à l'horizon 2025 grâce à la loi de programmation militaire. Et puisque la cyberdéfense est par essence un domaine transverse et qui mobilise d'autres acteurs que les seuls personnels du ministère des Armées, nous impliquons dans cet exercice à la fois des entreprises privées et à la fois des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Les différents scénarios qui seront joués impliquent des attaques type compromission, type extraction de données, personnel ou sensible, type tentative d'intrusion. Cet exercice il se déroulera sous la férule du ComCyber, donc le commandement de la cyberdéfense, placé au sein de l'état-major des armées et mobilisera donc toute la chaîne de cyberdéfense du ministère. Voilà, deuxième point d'actualité, des livraisons, livraison de fusils HK416. Nous avons livré en début de semaine 1000 fusils HK416, aux forces armées, nous venons d'être livrés, ce qui nous fait passer le cap des 50% de fusils d'assaut de nouvelle génération que nous avons en dotation. Je rappelle que c'est un projet qui avait été lancé en 2016, les livraisons avaient commencé en 2017, et nous avons donc, à l'heure où je vous parle, 59 340 fusils HK416 qui ont été livrés sur les 117 000 qui sont visés par le programme. Les livraisons se termineront en 2028. Voilà, je ne reviens pas sur la technologie de ce fusil, plus léger, plus précis que la génération précédente, le FAMAS. C'est un fusil de calibre 5,56. Voilà. Troisième point d'actualité, je vous signale la tenue d'un colloque sur l'aérocombat qui sera clôturé par le major général de l'armée de terre, le général Gomard, et c'est l'aviation légère de l'armée de terre, l'ALAT, qui organisera ce colloque qui se tient le 22 mars dans le 16e arrondissement de Paris. Je vous invite à vous rapprocher du CIRPATER si vous souhaitez vous y accréditer. Voilà, je passe maintenant à l'agenda de Madame la Ministre. Donc, elle se rend demain à Toulon. C'est la 17e fois que Madame Parly se rend à Toulon depuis le début de son mandat. Elle aura plusieurs ateliers, en tout cas plusieurs séquences. Elle inaugurera notamment la Grande Jetée qui permet de protéger une partie des infrastructures militaires et civiles d'ailleurs du port de Toulon. Elle visitera le chantier de réparation de la Perle. Elle aura une adresse aux élus. Et ça sera l'occasion pour elle de faire le bilan de la loi de programmation militaire en matière maritime. La semaine prochaine, le lundi, elle se déplacera dans une entreprise du Loiret qui s'appelle Tout en Camion, une entreprise spécialisée en logistique. Elle aura un déplacement au sein de l'armée de l'air et de l'espace sur la base aérienne 118, donc à Mont-de-Marsan. Le lendemain, elle se déplacera dans une PME de Saint-Cyr-l'École qui s'appelle ProEngin, qui est spécialisée dans la détection d'agents chimiques et biologiques. Elle fera le bilan du plan qu'on avait appelé Action PME, qui est le plan en faveur de nos PME, de notre base industrielle de défense. Elle annoncera de nouveaux investissements grâce au fonds DEFinvest. Voilà, et c'est un déplacement qui s'inscrit en particulier dans les suites d'un rapport que l'Assemblée nationale avait commis, qui s'appelle Défense NRBC, qui a été sorti fin février. Le lendemain, le mercredi 16 mars, elle participera à une ministérielle OTAN.
Plusieurs déplacements le jeudi 17 mars que je ne détaille pas aujourd'hui, en cours de calage. Et le vendredi 18 mars, elle aura un entretien avec Madame Dariussec, une allocution de clôture du séminaire des grandes écoles militaires, le CIGEM, à l'école militaire, un entretien avec l'ambassadrice américaine et la signature avec son homologue du Mozambique d'un accord intergouvernemental, un arrangement intergouvernemental dédié à la coopération de défense entre nos deux États dans le domaine maritime. Voilà. Auriez-vous des questions sur ces points d'actualité ou sur l'agenda de la ministre? Ou sur d'autres points d'actualité? SP, bonjour. Sur l'exercice DEFNET, vous n'en avez pas précisé les dates, s'il vous plaît? Je croyais l'avoir fait, je vous prie de m'excuser. Ça se déroulera du 14 au 25 mars 2022. Oui, bonjour, c'est Jean-Marc Tanguy. Bonjour monsieur. Merci de prendre ma question. Je voulais savoir s'il était prévu que la visite de la ministre sur la base aérienne sans vigile de Mont-de-Marsan sera ouverte à la presse et quelles sont les modalités pratiques, s'il vous plaît? À ma connaissance, cette visite sera ouverte à la presse et les accréditations seront possibles très rapidement, peut-être auprès du CIRPA Air. Il y a une note aux rédactions qui est en cours de diffusion, monsieur Tanguy. Et oui, ça sera ouvert à la presse. Est-ce que vous pourriez confirmer qu'un deuxième SNLE est parti à la mer ou pas du tout, ou dire quelque chose là-dessus? Merci beaucoup. Ok. Alors, on ne commente jamais ce dispositif qui relève du président de la République et de lui seul. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 1972, il y a en permanence à la mer une capacité de dissuasion. Et donc, voilà, j'ai pas de commentaire à faire en plus de ça. Du coup, c'est Suzanne Prez. Est-ce qu'on va envoyer des avions en Ukraine? Alors, la France n'a pas prévu d'envoyer d'avions en Ukraine, pour répondre très directement à votre question. D'accord. Où sont les Français dans les pays autour de l'Ukraine? Est-ce que vous avez un chiffre? Combien Alors, on y reviendra en détail, je pense, dans le point de tout à l'heure. On a eu l'occasion de le redire à plusieurs reprises. On a 500 militaires qui sont déployés en Roumanie. On a une relève qui va avoir lieu en Estonie avec 200 militaires qui vont arriver. Et puis, on a un dispositif aérien de réassurance, à la fois dans le ciel roumain depuis le porte-avions Charles de Gaulle, à la fois dans le ciel polonais depuis la base aérienne de Mont-de-Marsan, justement, et à la fois, à partir de mi-mars, en Estonie avec 4 Mirage 2000. D'accord. Il y a eu des révélations récentes sur les armes envoyées par la France en Ukraine. Je pense à la polémique récente de M. Corbière. Est-ce que vous avez une réaction à ça? Nous, on a fait le choix de donner aucun détail sur la livraison de nos armements. Et ce choix, il est là pour le bien de l'Ukraine et pour ne pas révéler à qui que ce soit des éventuelles vulnérabilités. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que le ministre de la Défense ukrainien lui-même a demandé qu'aucun commentaire ne soit fait sur des livraisons d'équipements de défense. Donc la France apporte son soutien militaire par le biais de livraisons d'équipements de défense à l'Ukraine et nous n'en disons pas plus. Quant à la polémique qui a pu exister autour de M. Corbière, je n'ai pas à commenter des expressions médiatiques. Je constate simplement que M. Corbière n'était pas au briefing qui a été fait. Et j'en appelle à la plus grande responsabilité de tous sur des informations qui sont par essence très sensibles. Alors, à nouveau, Muriel Crafray, j'avais deux questions. Peut-être que la deuxième s'adresse plutôt au collègue Yanni, vous me direz. La première, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit à propos des livraisons françaises d'armes. On lit ici et là dans les journaux sérieux qu'il y aurait des missiles Milan, confirmés ou confirmation ou pas, s'il vous plaît. Et puis la deuxième, c'est est-ce que vous pourriez nous dire, nous donner quelques infos sur la teneur des échanges entre le chef d'état-major des armées et son homologue russe? Merci beaucoup. Je laisserai la deuxième question pour le colonel Yanni. Sur la première question, ça sera la même réponse que pour la question précédente, c'est-à-dire que la France apporte un concours et un soutien militaire à l'Ukraine, que nous avons livré des équipements de défense. Nous avons notamment mentionné des casques, des gilets pare-balles, des trousses de secours, des équipements de déminage et d'autres types d'équipements de défense sur lesquels aucune communication n'est faite pour le bien de l'Ukraine. Donc j'en appelle à la responsabilité de tous. Toute expression et commentaire public n'aide sincèrement pas la cause pour laquelle nous nous battons aujourd'hui. Quand je dis nous battons, nous apportons un concours à l'Ukraine. Voilà. Donc je n'ai pas de commentaire à faire sur les livraisons d'équipements de défense que nous cédons à l'Ukraine. Je n'irai pas jusque-là, je ne suis pas aussi ambitieux, non.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi cet échange, quelle était la teneur de cet échange, enfin voilà, quel est le cadre de cet échange, est-ce que c'est une initiative du chef d'état-major des armées françaises et plus, si vous voulez, il n'y a pas de problème. La réponse va être assez rapide. Cet échange s'inscrit dans le cadre d'échanges plus globaux entre la France et la Russie. Je vous rappelle que le président de la République parle régulièrement à son homologue russe et que donc il y a une volonté d'entretenir des canaux de discussion pour échanger sur des sujets d'actualité, et en particulier sur l'Ukraine, bien sûr. Et bien sûr, je ne peux pas vous donner le détail de ce qui a été échangé. Mais ça s'est bien passé. J'en profite, puisque vous êtes au micro, je peux... Je vous en prie. Oui, rebondir. On parle de déconfliction. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot à ce sujet-là, peut-être à partir de la première question, et étendre un peu la réponse. Déconfliction, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que la France a mis en place des canaux de déconfliction là où c'est nécessaire voilà. Que pouvez-vous dire à ce sujet-là, mon colonel, s'il vous plaît? Alors, il y a toujours eu des canaux de dialogue et de déconfliction au niveau opérationnel avec les armées russes, mais comme avec d'autres armées dans le monde. Et on a par exemple un canal de déconfliction qui fonctionne en permanence pour tout ce qui concerne la Méditerranée orientale, entre Sekhmed, qui est à Toulon, et le responsable des opérations russes de la zone Proche et Moyen-Orient. Et ce canal est activé quand on a des bâtiments dans la zone. On vous entend, Monsieur Tanguy. Merci. Sans rentrer dans le détail, évidemment, j'ai bien compris votre appel à notre raison, mais sans rentrer dans le détail de ce qui est envoyé en Ukraine, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de la valeur totale de ce qui est envoyé en Ukraine? Merci. Non, absolument pas. Le chiffre que j'ai déjà donné et que je peux redonner, c'est le montant des cessions d'armement qui avaient été concédées à l'Ukraine entre 2011 et 2020, qui s'élevait à 124 millions d'euros. C'est un chiffre public que vous trouverez en lisant scrupuleusement le rapport sur les exportations d'armement que nous avions diffusé il y a quelques mois. Bien sûr, monsieur Raphaël. Alors, deux autres questions sur le dossier ukrainien. Est-ce que le ministère de la Défense s'est emparé des dernières informations publiées par le ministère de la Défense russe? Je pense au dossier bactériologie et aux documents publiés ces jours-ci, ce matin je crois, concernant des ordres d'opération ukrainiens qui, donc, selon eux, auraient accrédité l'imminence d'une offensive ukrainienne sur le Donbass. Est-ce que ces deux sujets, vous vous en êtes emparé, pardon, et est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ces deux sujets? Merci beaucoup. Pour ma part, je n'ai pas de commentaire à faire. Et pour ma part, le seul commentaire que j'aurais à faire, c'est qu'on est dans une campagne qui est marquée par une lutte informationnelle assez intense entre les deux camps, et que donc il faut se méfier de tout ce qui est rendu public. Je vous propose qu'on commence le point à proprement parler sur l'Ukraine, si ça te va, Pascal. On va faire le point OPS. Point OPS. Et je termine par l'Ukraine et le flanc Est. Ça marche. Ok, allez, on y va. On commence par Barkhane, qui reste quand même le premier théâtre sur lequel nous sommes engagés, puisque nous sommes concernés par l'Ukraine, mais nous sommes directement impliqués par le Sahel. Donc je vais vous parler dans un premier temps de la réarticulation de la force Barkhane qui se poursuit avec le désengagement progressif de la BOA de Gossi, en conséquence de la décision du président de la République annoncée le 17 février 2022. Donc les travaux de démontage de la BOA de Gossi ont commencé dès l'annonce du président. Ils dureront plusieurs semaines. Actuellement, l'essentiel des travaux se concentre sur le démontage des zones vies, le nivellement du terrain et l'empotage des conteneurs qui seront désengagés par voie routière au cours de différents convois. On a un premier convoi de désengagement de la BOA qui a été conduit entre le 28 février et le 3 mars 2022 avec une trentaine de camions civils entre Gao et la BOA de Gossi. Il a fallu 4 jours au GTD pour effectuer l'aller, le chargement du convoi et le retour à Gao. Dans ce cadre, on a des missions d'appui et de réassurance qui sont assurées par les aéronefs de la BAP de Niamey. Et par exemple, le 3 mars 2022, on a une patrouille composée d'un Mirage 2000C et d'un Mirage 2000D qui a appuyé le convoi logistique que je viens d'évoquer entre Gossi et la plateforme de Gao.
On a profité de cette mission d'appui pour ouvrir un créneau de formation au profit des guideurs aériens tactiques avancés de la force conjointe du G5 Sahel. Vous savez que c'est un programme de long terme, un partenariat militaire opérationnel qui vise à renforcer l'autonomie des forces sahéliennes. Donc les GATA de l'AFC G5 Sahel et de la MINUSMA, avec un entraînement au-dessus de Gao, entraînement à des shows aux forces et à des frappes aériennes. Avant de passer au point suivant, je vais vous passer rapidement un film. Tu peux mettre le film, Edouard, s'il te plaît, pour illustrer par les images ce que je vous ai dit sur Gossi. C'est une mission particulière parce que déjà c'est très compliqué. Et puis il faut bien préparer le matériel pour repartir sur Gao de façon à rien oublier et garder aussi du matériel ici pour nous soutenir encore quelques semaines sur la base. C'est compliqué parce que c'est un risque au niveau opérationnel, sur tout ce qui est attaque de convoi et forcément de la FOB. Ok, donc je continue toujours au Sahel pour évoquer ce qui a été rendu public en début de semaine lundi, la neutralisation de Yahya Djouadi, un haut cadre historique d'AQMI. Donc dans la nuit du 25 au 26 février, la force Barkhane a conduit une opération autonome, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, visant un haut cadre historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, à environ 100 km au nord de Tombouctou au Mali. Et donc nous avons Barkhane a neutralisé le djihadiste algérien Yahya Djouadi, qui est un acteur historique de l'expansion d'Al-Qaïda et du terrorisme djihadiste en Afrique de l'Ouest. Alors l'opération s'est appuyée sur un premier renseignement qui a permis d'identifier et de localiser ce responsable djihadiste dans une zone refuge, connue pour être un refuge pour AQMI. On a déclenché une intervention au sol appuyée par des hélicoptères Tigre et 2 drones français. Et lors de cette intervention au sol qui visait à le capturer, il y a eu un échange de tirs. Et au cours de cet échange de tirs, l'intéressé a été neutralisé. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de désorganisation des chaînes de commandement des groupes armés terroristes pour les affaiblir, pour les empêcher d'atteindre une masse critique. Et elle marque un succès tactique certain. Et on pense que ça permettra de limiter l'expansion du groupe dans la zone nord de Tombouctou pour au moins quelques mois. Suivant. Une opération de partenariat de combat qui a été conduite avec le Niger, puisque ça reste également un axe d'effort de la force Barkhane, avec la détection d'une quinzaine de GAT à moto dans la région d'In Araban, à proximité de la frontière malo-nigérienne côté Mali, qui passait vers le Niger. C'était le 8 mars. Donc là, il y a eu un contact avec les autorités nigériennes, le chef d'état-major des armées nigériens, qui ont donné leur accord pour une opération de neutralisation sur ce groupe qui a été réalisé près d'Akabar au Mali. Suivant. Un mot sur la fin de la relève majeure de l'opération Barkhane. Donc nous avons fini la relève majeure du premier quadrimestre cette semaine. Plus de 3600 militaires ont été relevés en un mois et demi au moyen d'une vingtaine de rotations conduites par les moyens de l'armée de l'air et de l'espace, des A300, A330 Phoenix et A400M. Je bascule dans le golfe de Guinée pour vous parler rapidement de Corimbe, pour marquer le début de l'engagement en opération du commandant Biro, qui a rejoint le 1er mars dernier la zone d'opération Corimbe dans le golfe de Guinée. C'est le 161e mandat et dès le 5 mars, il a conduit un exercice avec la marine sénégalaise. Un point sur Chamal. Donc Chamal, ce qui est notable, c'est la réorientation du groupe aéronaval vers la Méditerranée. J'y reviendrai tout à l'heure.
la Méditerranée centrale. Et donc, on revient sur une posture un peu habituelle en s'appuyant sur la base Levant, la BAP H5. Et donc, on a conduit des opérations d'entraînement et de coopération avec les forces armées jordaniennes. Le 2 mars, des Rafales de la BAP ont mené un entraînement d'appui aérien rapproché au profit de guideurs jordaniens. Le 8 mars, ce sont 4 Rafales et 3 F-7 jordaniens qui ont réalisé pour la première fois un entraînement de défense aérienne, ce qui est assez notable et ce qui marque le renforcement de la coopération avec la Jordanie. Les Rafales de la BAP au Levant ont également continué leur mission d'ECA ou casse au profit de la coalition au-dessus de l'Irak au profit de l'opération OIR. 18 sorties entre le 28 février et le 6 mars. Un mot sur la partie Golfe Persique. Pour vous signaler que le dispositif de renforcement de la défense aérienne des EAU est toujours actif, avec des unités d'acquisition de tir, des plots de défense solaire qui sont opérationnels en permanence. Les Rafales français restent engagés dans des missions de combat air patrol quotidiennes, de défense aérienne, plusieurs missions par jour, et se coordonnent avec les chasseurs émiriens pour participer à la défense de l'espace aérien émirien. Pour Agénor, la FLF Guéprat a franchi le détroit d'Ormuz dans la nuit du 4 au 5 mars pour participer à un exercice interallié baptisé Kunjar Ad du 6 au 10 mars au large des côtes omanaises. Cet exercice était organisé par les Omanais et rassemblait une vingtaine de bâtiments et aéronefs, dont des Américains, des Britanniques et des Français. Et l'objectif, c'est de renforcer l'interopérabilité. Un mot sur la mission Jeanne d'Arc, qui a mené un premier exercice amphibie avec les forces armées jordaniennes du 28 février au 1er mars dans le golfe d'Aqaba, en engageant le PHA Mistral et la frégate de type Lafayette Courbet. Ensuite, un exercice avec la frégate égyptienne Alexandria en mer Rouge et différents exercices de tir. Le groupement Jeanne d'Arc a franchi le Bab el-Mandeb le 8 mars. Il patrouille vers Djibouti et conduira un exercice majeur qui est baptisé Wakri Amitié 2022 avec les FFDJ, les forces françaises stationnées à Djibouti et les forces djiboutiennes du 10 au 19 mars. Le Vendémiaire qui poursuit sa mission en mer de Chine. Il est passé dans les îles à proximité des îles Spratly et Paracels. Il a fait route vers le Vietnam où il a réalisé une relâche opérationnelle à Cam Ranh du 1er au 5 mars. Il a conduit un entraînement avec des frégates de la marine vietnamienne et il est toujours suivi de manière professionnelle par une frégate chinoise et les interactions se déroulent dans de bonnes conditions. Donc je reviens sur la partie OPS française. Je commence par vous parler du GAN, qui depuis le 4 mars est déployé en Méditerranée centrale, où il contribue à la posture dissuasive et défensive du flanc est de l'OTAN. Donc du 4 au 9 mars, 5 missions d'alerte avancée, Airborne Early Warning, ont été réalisées dans l'espace aérien bulgare par les Hawkeye du GAN, ainsi que 7 missions de défense aérienne au-dessus de la Roumanie qui ont été réalisées par les Rafales marines. Les Rafales marines qui bénéficient des ravitaillements au vol de différents avions ravitailleurs de l'OTAN qui sont mobilisés dans le cadre des opérations en cours. En parallèle, le GAN poursuit ses interactions avec les marines alliées européennes et de l'OTAN. Il intègre depuis le 5 mars la frégate grecque Hydra qui participe à l'ensemble des opérations, des activités opérationnelles du GAN. Le groupe aéronaval agit également en coordination avec le GAN américain constitué autour du porte-avions Truman. Et en fait, les deux GAN se coordonnent notamment pour assurer les missions de défense aérienne au-dessus de la Roumanie et se répartissent la charge opérationnelle. Je signale également que le GAN contribue à l'opération EUFOR Althea en Bosnie-Herzégovine. Depuis le 8 mars, des Rafales marines du GAE, du groupe aérien embarqué, sont engagés dans l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine en soutien des mesures de précaution conduites par EUFOR Althea et qui marquent l'engagement français dans cette mission qui a été renforcée récemment pour prévenir d'éventuels troubles liés au déclenchement des opérations russes contre l'Ukraine. Suivant. Un mot sur la mission Aigle en Roumanie. Vous avez tous suivi le déploiement du bataillon Aigle sur la base OTAN de Constanta, au bord de la mer Noire, à une centaine de kilomètres au sud de la frontière ukrainienne. Donc, nous sommes actuellement à un peu plus de 500 militaires français
On est à 550 militaires français qui sont déployés. Ils sont renforcés depuis hier par environ 250 militaires belges qui intègrent le bataillon. Donc on a un bataillon à environ 800 militaires qui va commencer ses activités de préparation opérationnelle et d'engagement opérationnel en coordination avec les troupes roumaines qui sont basées sur Constanța et aux environs. Qui vont en fait assurer une mission qui ressemble en beaucoup de points à ce qu'on a pu voir en Estonie avec la mission Lynx. Sur la partie vigilance renforcée au-dessus de la Pologne, dans le cadre des missions de réassurance sur le flanc est de l'Alliance, l'armée de l'air et de l'espace a mené depuis le 24 février 15 missions de défense aérienne avec des appareils qui partaient de la base aérienne de Mont-de-Marsan et des ravitailleurs qui partent de la base aérienne d'Istres, ainsi que des missions de détection et de contrôle aéroporté à partir de la base d'Avor. Suivante. Un mot pour vous parler de l'exercice majeur Brilliant Jump, les 2 exercices Brilliant Jump et Cold Response qui sont toujours en cours, qui ont été maintenus malgré les événements en Ukraine, qui contribuent à renforcer la présence de l'Alliance à l'est et au nord-est de l'Europe. À partir du 14 mars prochain, c'est-à-dire dans 4 jours, le Brilliant Jump va être suivi par l'exercice Cold Response qui consiste en un exercice de déploiement en Norvège face à un ennemi de type symétrique. Entre le 7 et le 9 mars, 5 avions de rotation ont permis d'acheminer 2000 militaires français dans des délais contraints, remplissant ainsi le contrat qui était fixé par l'Alliance Atlantique dans le cadre de sa NATO Response Force. Et je termine par la partie Narval. La Frame Languedoc poursuit sa mission dans le Grand Nord. Elle a parlé de Brest le 13 février. Elle est actuellement en mer de Norvège dans le cadre de sa mission Narval et elle participera à l'exercice Cold Response jusqu'au début avril. Je vais laisser la parole à mon camarade de l'armée de l'air. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler un petit peu de la mission OAP Enhanced Air Policing. Dans quelques jours, nous avons donc un détachement qui va se déployer en Estonie. C'est quelque chose qui est quand même assez commun. On peut revenir en arrière de quasiment 18 ans. Hein. Première mission qui a été, enfin en tout cas une dynamique qui a été lancée il y a 18 ans. Ça sera le 4e détachement dans les pays baltes, qui était planifié, j'aurais tendance à dire, de longue date, et qui a été, dans le contexte actuel, avancé environ de 2-3 semaines. Petit point particulier aussi, on parle beaucoup des pays baltes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2014, nous avions aussi envoyé une mission similaire en Pologne avec 4 Rafales, dans le cadre d'un contexte qui était aussi un petit peu compliqué, on va dire. Un détachement d'une centaine d'aviateurs de toutes spécialités, assez commun, et on prendra le relève d'un autre des pays de l'Alliance pour un mandat de plusieurs mois. Bien évidemment appuyé par le soutien service de santé des armées, service des essences opérationnelles. Mission d'air policing, hein, donc traduction un peu simpliste de police du ciel. On peut aussi coupler ça à la défense aérienne. Vous savez bien évidemment que l'espace aérien de la Baltique est assez dense, et quand je dis dense, je dis aussi qu'il y a des avions militaires qui transitent dans cet espace aérien, ce qui nécessite que chacun de ces pays, notamment de l'Alliance, assume pleinement sa souveraineté dans son espace aérien. Pour le fonctionnement, vous voyez qu'on prend l'alerte en permanence, une semaine sur 2, l'autre semaine étant dédiée à l'entraînement opérationnel, et donc la permanence étant assumée par un autre détachement qui est dans un autre des pays baltes. Voilà l'essentiel que je souhaitais partager avec vous. Si vous avez des questions sur ce détachement en particulier, qui constitue en quelque sorte la nouvelle brique de cette solidarité stratégique qui est mise en œuvre depuis le 24 février. Bonjour, Franck Cognard à France Info. J'ai 2 questions pour vous, colonel Liani. Une qui concerne Barkhane, une qui concerne l'Ukraine. La première sur Barkhane. Alors, il y a toujours eu des raids djihadistes contre des camps Fama. Il y a toujours eu des exactions contre les villageois. Mais est-ce que, depuis l'annonce du retrait, vous observez une intensification de ces exactions-là, de ces attaques-là? Et est-ce que Barkhane, dans les emprises qu'elle tient encore, est plus attaquée par attaque indirecte qu'il y a quelques mois?
Et puis sur l'Ukraine, est-ce que les problèmes logistiques de l'armée russe, les problèmes d'essence, de ravitaillement, c'est quelque chose qui vous a surpris face à une armée dont on disait qu'elle planifiait extrêmement bien les choses? Alors, je vais commencer sur Barkhane. Donc, non, les emprises de Barkhane, de la force Barkhane, que ce soit Gao, Menaka ou Gossi, ne sont pas particulièrement visées ou plus visées qu'avant par les groupes armés terroristes. Au cours des derniers jours, des 2 dernières semaines, il n'y a pas eu d'attaque indirecte ou de contact avec les GAT qui cherchent toujours à nous éviter. Et je redis ce que j'avais dit, c'est-à-dire que la manœuvre de réarticulation de la force, c'est deux aspects. Un aspect logistique qu'on vous a illustré par des images qui est assez complexe, qui est quand même un beau défi. En 6 mois, ça va être compliqué. Et simultanément, on a un aspect tactique qui vise à empêcher les GAT d'entraver notre manœuvre logistique et surtout à préserver notre liberté de circulation. Donc à ce stade, non, il n'y a pas un accroissement, une accentuation de la pression GAT sur Barkhane, qui cherche toujours, les GAT cherchant toujours à nous éviter. Le deuxième point de la question concerne les attaques sur les emprises FAMA et sur les villages ou sur les populations civiles. Ce qu'on a observé au cours des derniers jours, c'est une forme de recrudescence ou une multiplication, en tout cas de ce qu'on a vu, des attaques sur les camps FAMA. Je pense notamment à Mondoro, vendredi dernier, où les FAMA ont fait face à plusieurs centaines de GAT. Je pense aussi à une attaque qui a eu lieu, je crois, de mémoire lundi matin, à proximité de Gao, sur un camp FAMA. Il est certain que les groupes armés terroristes analysent parfaitement la situation. Ils voient à peu près ce qui se passe et qu'ils doivent sans doute estimer qu'une période favorable s'ouvre pour s'attaquer aux emprises FAMA. Et Mondoro illustre plusieurs choses. La première, c'est que ils sont toujours capables de rassembler une masse de manœuvre assez conséquente de plusieurs centaines de combattants pour attaquer une emprise GAT. Et 2, que les FAMA n'ont pas fait appel à Barkhane pour être appuyés par Barkhane face à cette attaque, qu'ils se sont retrouvés donc isolés, que de toute façon on ne pouvait pas intervenir dans cette zone puisque c'est une zone dans laquelle les autorités maliennes nous ont demandé de ne plus opérer, certainement parce qu'il y a une présence de mercenaires au sol avec les FAMA, et que donc les FAMA se sont trouvés dépourvus et ont a priori enregistré des pertes assez importantes. Donc oui, il y a peut-être une saisie d'opportunité de la part des groupes armés terroristes. Voilà sur la partie Barkhane. Sur la partie Ukraine, je vais pas avoir de réponse définitive là-dessus. Yannick Raffray, donc une question aussi sur l'Ukraine. Enfin non, c'est pas une question sur l'Ukraine, c'est une question générique. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, je crois qu'on dit que il y a des ratios en fait militaires, et on dit que pour un mort, il y a forcément 2, 3 ou 4 blessés. Est-ce que vous pouvez nous dire ce ratio-là? Je parle pour les fantasmes, enfin, je parle pour l'armée de terre, bien sûr. Hein. Non, je connais pas, je parle sous contrôle de mon camarade de l'armée de terre. Je pense pas ce ratio? Non, j'ai jamais vu ce ratio, non. Je connais le ratio 1 sur 3, 3 contre 1. Pour défendre, il faut être 1 contre 3, et, enfin 3 contre 1 pour attaquer et 1 contre 3 pour défendre. C'est le seul ratio que je connais. Il est assez facile à mémoriser. Et deuxième question, les 2000 militaires qui sont partis pour les 2 opérations Brilliant Jump et Cold Response, vous n'avez pas donné trop de détails sur les unités d'où ils viennent. Ce sont des unités qui étaient d'alerte dans le cadre de la VJTF, oui, tout à fait, c'est oui. Ça? Oui, en fait l'exercice Brilliant Jump, c'est l'exercice de la VJTF. Et l'exercice, l'idée de Brilliant Jump, c'est l'OTAN déclenche une alerte, on vérifie que les unités prennent bien en compte l'alerte, sont prêtes à partir, à sortir de leur quartier ou de leur base dans les délais prescrits, et sont effectivement embarqués et déployés sur le théâtre dans les délais prescrits. Ça, c'est l'exercice Brilliant Jump. Et là-dessus, les Norvégiens ont dit, puisque vous venez en Norvège pour faire cet exercice de projection, profitons-en pour faire un exercice majeur. Et là, on a l'exercice Cold Response. Et donc, dans la partie Brilliant Jump, ce sont des unités des armées qui sont concernées par la VJTF. Donc, c'est la partie force de réaction rapide de la force de réaction rapide de la NRF de l'OTAN. Donc, il y a des unités terre, air, mer. Si je puis me
permettre, Didier Loras, AFP, ma consoeur Daphné Benoît a écrit hier que selon les Russes, le chiffre qu'ils appliquent eux-mêmes, c'est 1 pour 3. Donc 1 mort, 3 blessés. Après, je ne sais pas si ce chiffre est crédible ou pas crédible. En tout cas, c'est le chiffre donné par les Russes. C'est noté. Bonjour, Matthew Dalton pour The Wall Street Journal. Est-ce que vous êtes contre que l'alliance NATO donne des avions, envoie les avions en Ukraine? Chaque pays décide de manière souveraine et autonome de la manière dont il souhaite apporter une aide militaire à l'Ukraine. Il y a eu, il y a une dizaine de jours, une annonce de l'Union européenne pour 500 millions d'euros d'aide militaire, 450 millions de matériel dit létaux, 50 millions de matériel dit non létaux. Et en plus de cet effort européen, il y a des pays, membres de l'Alliance ou membres de l'Union européenne, qui décident de manière bilatérale avec l'Ukraine d'apporter une aide. Et donc chaque pays communique. Nous avons, vous l'avez compris, une politique de communication extrêmement modérée en la matière. Et donc nous sommes capables de vous répondre sur ce que fait la France, dans la mesure de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et on n'a pas d'autres commentaires à faire sur des matériels qui pourraient être cédés au niveau de l'OTAN en tant que tel. D'ailleurs, je n'ai pas noté que l'OTAN, en tant qu'entité, livrait des équipements. C'est bien chaque pays, bilatéralement avec l'Ukraine, qui le fait, éventuellement. Juste une question sur Mali. Est-ce que vous constatez que les mercenaires de Wagner partent de Mali depuis la guerre en Ukraine, que peut-être ils vont en Ukraine? Je n'ai pas d'informations là-dessus. Nous avons deux questions en audio, Jean-Marc Tanguy et Jefferson Desportes. Jean-Marc, à vous. Oui, merci. Ce n'est pas deux questions, c'est un ensemble de questions. D'abord, pour le colonel Spett, je crois qu'il y a un exercice poker qui s'est tenu il y a peu de temps. Dans le peu qu'on peut dire, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet exercice, ses objectifs, est-ce qu'ils étaient différents de ce que c'est que d'habitude? Une autre question pour vous, mon colonel, est-ce que l'armée de l'air soutient le groupe aéronaval, puisque on sait, les pilotes de Rafale n'ont pas de tanker à bord du GAN, même si évidemment un Rafale peut ravitailler un Rafale. Autre question, est-ce qu'il y a un changement de posture dans la police du ciel en France? Et enfin, combien de missions AWACS ont été faites à l'Est? Une question pour le colonel Yanni, est-ce que les problèmes du SMDR sont résolus, puisqu'apparemment il y a eu plusieurs crashs à la suite? Et une question pour le porte-parole, merci, du MINARM. Est-ce que vous pensez interrompre les ponctions sur les stocks d'armement, et notamment de Rafale, puisque, comme vous le savez, 12 Rafales doivent être prélevés sur les stocks de l'armée de l'air pour la Croatie. Et donc, de ce fait-là, ça fera 12 Rafales en moins pour l'armée de l'air. Merci. Alors, j'attaque le premier. Sur l'exercice poker, c'était un exercice qui a été planifié de longue date. Ce qui s'y est fait, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter. Deuxième point, je vais essayer de le faire dans l'ordre. Oui, avec les ravitailleurs d'Istres, nous soutenons la manœuvre de nos camarades de la Marine nationale qui assurent ces missions de cap au-dessus de la Roumanie. La distance étant quand même significative. 2 missions AWACS ont été réalisées depuis l'offensive russe en Ukraine. Vous avez parlé d'un renforcement de la police du ciel en France, c'est ça? Ou un changement de posture, c'est pas forcément un renforcement, mais est-ce que les ordres sont différents? Merci. Pas de renforcement particulier. Nous sommes prêts à assurer la sécurité des Français, comme depuis qu'a été fondée la structure qui commande cette police du ciel, posture permanente de sûreté aérienne, juste après la Seconde Guerre mondiale, sans discontinuité. J'en ai oublié une peut-être encore. J'ai pas eu le temps de noter. Non, c'est bon, tout est Okay. fait. Les autres questions, c'était pour le colonel Gadi et pour le porte-parole. Moi, j'ai pas entendu votre question. Vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Oui, alors ma question porte sur le SMDR, c'est le système de mini-drone de reconnaissance de l'armée de terre, et apparemment ce système rencontre de très gros problèmes au Mali, avec de nombreux crashs. Est-ce que vous auriez des éléments statistiques sur le nombre de crashs? Et est-ce que ce système vole encore? Merci. Je n'ai pas connaissance de problème particulier sur ce système au Mali, Monsieur Tanguy. Donc je pense qu'il vole encore. Ce que me confirme mon camarade usurpateur. Vous dites qu'il n'y a pas eu de crash, donc?
Je n'ai pas connaissance de crash, Monsieur Tanguy, je vais m'enseigner, mais on se regarde avec le colonel Delaprelle et on pense qu'il n'y a pas de problème, mais on va vérifier, Monsieur Tanguy, et on vous répondra. Merci. Sur votre dernière question, Monsieur Tanguy, sur le prélèvement d'avions Rafale au profit de contrats export, il est prévu de dérouler le plan qui avait été annoncé. Nous aurons un recomplètement des avions Rafale avec la commande prochaine de 42 avions Rafale, commande qui devrait survenir en fin d'année prochaine, avec l'objectif qui est celui fixé dans l'ambition 2030 de la loi de programmation militaire, qui est d'avoir 225 avions de chasse au sein des armées françaises, 40 pour la Marine nationale, 185 pour l'armée de l'air et de l'espace. Nous avons également une question de Madame Bauer. Madame Bauer, allez-y. Oui, je voudrais savoir pourquoi la conférence de la DGA a été annulée. Est-ce qu'elle sera reprogrammée avant les élections ? Alors effectivement, la conférence de presse du délégué a été reportée après les élections. Vous savez qu'on rentre dans une période de réserve électorale stricte, une communication un peu plus réservée à partir du 18 mars. Donc on envisage de reporter cette conférence. Là, ça a été annulé pour des raisons d'agenda du délégué. Donc on essaiera de la reprogrammer au printemps. Monsieur Tanguy, qui a de nouveau une question. Jean-Marc, allez-y. Oui, merci. Précisément, il y a d'autres événements qui ont été annulés. Par exemple, point presse délocalisé à l'île Longue et à Brest. Est-ce que c'est aussi lié à la bulle de silence des élections, puisque c'était le 17 mars, donc 15 jours avant la bulle de silence. Et est-ce qu'on aura l'occasion d'y retourner une fois cette bulle de silence terminée? Merci. Je vais passer la parole au commandant Lavaux pour la partie brestoise. Pour la partie QERS, il y avait extrêmement peu d'inscriptions et donc c'était beaucoup de moyens à déployer pour un nombre d'inscriptions extrêmement limité, ce qui nous a amené à reporter ce point presse délocalisé et non pas à l'annuler. Je pense qu'en l'actualité sera moins chargée pour vous tous, espérons-le, sur la question ukrainienne. On pourra sereinement reprogrammer ce point presse à l'AIA de QERS. Alors, il y avait un point presse qui est organisé le 17 mars prochain, effectivement, à Brest, et qui comportait 3 volets. Il y avait un volet sur le système de lutte anti-mine future avec les drones. Il y avait le deuxième, dans le contexte d'une mission opérationnelle de guerre des mines qui avait lieu à Brest et dans la Grande Rade. Le deuxième, c'était la visite d'une frégate européenne multimission, donc engagée notamment dans les missions de Grand Nord, avec une interview du commandant et un échange avec les officiers de l'équipage. Et le troisième, c'était la visite d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui était en arrêt technique. Et en fait, dans la mesure où ce dernier point était un peu la pièce maîtresse du déplacement, j'ai préféré reporter ce point presse à une date ultérieure qui sera reprogrammée dans les mois qui viennent. Donc ça n'a rien à voir avec la réserve électorale. C'est un lapsus ou c'est un nouveau modèle? Je ne comprends pas la question. Vous avez dit frégate européenne multimission. On devait voir une frégate d'une marine européenne? Non, je vous ai dit qu'on avait annulé le point presse parce que la pièce maîtresse de ce point presse, qui était la visite du sous-marin nucléaire lanceur d'engins, n'était plus possible. D'accord. C'est juste que vous avez dit frégate européenne multimission tout à l'heure. Je ne sais pas si vous faisiez allusion à une frêne italienne, par exemple. C'est pour ça. Relisez le verbatim, vous verrez, vous avez dit frégate européenne multimission. C'est pas très grave. Oui, non, je ne suis pas là pour faire de l'humour. Hein. Question subsidiaire. Moi non plus. Jusqu'à quand le DGA est-il en poste? Qu'on nous promet une conférence après les élections, ce qui est curieux. Nous allons vous répondre. Le délégué général pour l'armement est en poste actuellement. Son mandat est révocable à tout moment sur décision du président de la République. Pour l'instant, il n'y a pas de terme prévu à la fin de son mandat. Il est en poste actuellement et il assure ses missions. Bien, une dernière question avant de conclure le point presse? Non? Très bien. Écoutez, merci infiniment et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.